Écoutez le monde vétérinaire autrement sur Veto Micro, un podcast produit par Thémavet. Bonjour, je suis Colline Musel, vétérinaire, coach, formatrice et cofondatrice de Wondervet. Et moi je suis Marine Slove, vétérinaire, entrepreneur, podcasteuse et fondatrice de Thémavet. Bienvenue sur le podcast numéro 1 de la profession qui démontre qu'il y a 1000 façons d'être vétérinaire. Vous entendrez ici des consoeurs et des confrères, qu'ils soient praticiens ou non, raconter leur parcours professionnel, leurs réussites et les joies qui vont avec, mais aussi leurs difficultés et leurs échecs. C'est toujours avec le même enthousiasme que nous prêtons notre micro aux vétérinaires pour la 3e saison consécutive, pour continuer à nous raconter tels que nous sommes vraiment, interroger notre quotidien professionnel bien sûr, mais aussi et avant tout notre rapport à la vie, au monde animal et à la planète. Le tout saupoudré d'une bonne dose de déculpabilisation. Vous êtes ici chez nous. Mais surtout, vous êtes ici chez vous. Belle écoute! Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir notre consoeur Claire Sylvain. Salut Claire et bienvenue sur Veto Micro. Salut Colline Musel. Alors Claire, puisque tu commences avec une petite blague, moi aussi, la première chose que j'ai envie de te dire, c'est que tu fais partie de la team Cheval Passion. Depuis que tu es toute petite, t'as pratiqué l'équitation en loisir, en compétition. Les chevaux, c'est ton dada, il n'y a pas d'autre chose à dire. Exactement. Donc, quand tu rentres à l'école vétérinaire de Lyon en 2007, ton envie est très claire, tu veux soigner des chevaux. Au cours de tes études, ce souhait ne change pas et tu vas exercer en sortant de l'école en équine pendant 10 ans, en équine presque pure parce que tu fais quand même bien un petit peu de chien et chat par-ci par-là. Et tes premières années, elles sont vraiment stimulantes, riches en apprentissage, tu te sens à ta place, très contente de ton choix. Et en plus de ça, tu as vraiment la chance de travailler dans une équipe où l'ambiance elle est vraiment bonne, avec laquelle tu crées des liens très forts. Je tenais à le dire parce que c'est pas si fréquent que ça dans le milieu de l'équine, donc je trouvais ça très chouette. Au fil du temps, et contrairement à ce que tu avais pensé dans ta jeunesse, tu vois que tes envies évoluent et tu te découvres une nouvelle passion, l'ophtalmologie. Qui l'eût cru ? Aujourd'hui, tu es en train de finir ton parcours dans le CES et tu te formes à l'ophtalmologie dans une clinique de référé à Strasbourg. Je me dis quand même qu'avec 2 petites filles en bas âge, choisir un tel tournant dans ta carrière avec tout ce que ça implique de travail, d'apprentissage, de révision à la maison, le soir, tard, ça a dû te demander un sacré courage. Alors tu vas pouvoir nous en dire plus dans cette interview, ce qui t'a amené à faire ce choix, comment ça se passe pour toi aujourd'hui d'être passé d'une passion à une autre. Pour découvrir tout ça, on commence avec notre première question traditionnelle. Qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir vétérinaire ? Alors, ça peut paraître un petit peu cliché comme réponse, mais tout simplement, c'est vrai, l'amour des chevaux, conjugué à l'intérêt pour les sciences et la médecine en particulier. Après, pour être honnête, j'ai quand même assez surtout dans mon année de terminale, j'ai quand même pas mal hésité entre la médecine vétérinaire et la médecine humaine. Et au final, comment tu choisis d'aller sur la médecine vétérinaire ? Comment tu fais ce choix ? Je crois que comme j'avais toujours voulu faire ça, je me suis dit que tout simplement, il fallait suivre mon intuition première. Ok. Voilà. Ce premier choix est devenu le bon finalement. L'avenir, l'histoire ne le dit pas parce que je me serais peut-être aussi éclatée en médecine humaine, mais en tout cas, il fallait de toute manière faire un choix et donc j'ai suivi ma première idée. Ok, trop chouette. T'as suivi ta première idée et c'est quoi que tu as pris comme voie pour arriver à cette première idée et entrer en école véto ? Alors un parcours, je dirais très classique. Après ma terminale S, j'ai fait une prépa BCPST au lycée Saint-Louis à Paris. Et je suis restée là-bas, heureusement 2 ans et pas 3. Tu fais partie des heureux lauréats qui ont réussi du premier coup. Et c'était des années qui sont restées des années heureuses, même si c'était quand même difficile, évidemment, comme tout le monde. Faut pas dire que c'était une partie de plaisir, mais j'en garde quand même de très bons souvenirs. Tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce qui fait que tu gardes un très bon souvenir de ces années-là ? Alors, la première année, c'était quand même j'ai eu quand même pas mal de doutes. C'était moins réjouissant parce que je suis passée
En gros, tête de classe à fond du panier. Donc, ça a été un petit peu un choc, je dois l'avouer. Ça rappelle des bons souvenirs, hein, beaucoup de personnes qui nous écoutent, je suis sûre. Donc, ça fait un petit choc pour l'ego, mais bon, ça remet un peu à sa place. Ça m'a pas fait de mal. Et puis, j'ai quand même eu la chance d'être en internat. J'étais dans la même chambre avec une fille pendant 2 ans avec qui je me suis très très bien entendue. Et ça m'a vraiment permis de rester, d'être interne. Ça m'a vraiment permis de rester la tête dans le guidon pour bosser et pas d'avoir trop les tentations de voir mes amis s'amuser pendant que moi je travaillais. Tout le monde travaillait à fond et donc ça m'a vraiment aidé à tenir le coup. Et puis on avait un groupe de prépa très sympa et on était dans un quartier magnifique. Donc ça c'était quand même un petit peu ça permettait de décompresser et de se détendre quand on avait le temps. Ouais, ok. Tu parles du fait d'être la tête dans le guidon et j'entends là du coup une grosse capacité à travailler. Est-ce que c'est quelque chose que tu as découvert dont tu étais capable en prépa ou c'était déjà là, tu avais déjà été une bosseuse? Comment ça s'est passé pour toi ça? Non, c'est vraiment en prépa que j'ai découvert ça. Okay. Au lycée, j'étais plutôt quand même pépère et non, c'est vraiment en prépa que je pense que beaucoup de gens qui sont passés par la prépa racontent que c'est à ce moment-là où ils ont vraiment obtenu des méthodes de travail et vraiment une capacité d'engranger une quantité de travail énorme. Et c'est vraiment là que j'ai appris. Et je pense que ça m'a beaucoup aidé pour mes partiels après que je révisais un peu tard. L'histoire n'en dit pas plus. L'histoire n'en dit pas plus. Ok. Est-ce que tu te souviens de l'endroit où t'étais et comment ça s'est passé quand t'as vu que t'avais réussi le concours et que t'étais prise à Lyon? Alors, je dirais que ce dont je me souviens plus, c'est le résultat des écrits. Okay. J'étais dans l'espèce de salle informatique, une des salles informatiques, et on était tous fébriles en train de cliquer sur actualiser. Et j'ai vu mon classement s'afficher et là j'ai fondu en larmes. Donc après j'ai appelé ma mère immédiatement. T'as fondu en larmes de joie. J'ai fondu en larmes de joie, voilà. J'ai appelé mes parents. Évidemment j'étais en train de chialer complètement. Donc mes parents ma mère m'a raconté après, s'est dit bah ça y est c'est la cata en fait parce que j'arrivais même pas à parler tellement j'étais émue. Et en fait, j'ai fini par dire oh, j'ai réussi. Donc voilà, c'était un moment où au début vraiment mes parents ils étaient catastrophés et quand j'ai réussi à articuler quelque chose, ils se sont rendus compte que c'était des larmes de joie, mais c'était pas évident au départ. Ah génial. J'avais jamais entendu cette anecdote. Je trouve ça trop chouette. Comment ça se passe pour toi du coup l'arrivée dans cette école? Ça y est, t'es à l'école vétérinaire, t'es à Lyon. Eh ben, écoute, je dois dire que c'est que du bonheur. Bon, bah, forcément, il y a eu l'intégration au départ, oui. La cafette. Oui. Le lundi matin. Le lundi matin à la cafette. Mon ancien s'en souvient parce que j'ai pas tenu très longtemps. Il a dû me porter après. Donc, c'était l'euphorie, en fait, de l'arrivée à l'école. La joie d'avoir réussi à entrer dans cette école. Donc vraiment le lâcher prise en fait, le lâcher prise pour un peu tout le monde, facilité par un peu d'alcool, il faut le dire. C'était que du bonheur, honnêtement. Et là, tu parles de l'arrivée à l'école, de l'intégration, et c'était que du bonheur ce moment ou ça a duré pour toi? Moi, pour moi, la première année, j'étais sur un petit nuage. Je me réveillais des fois le matin en me disant que j'avais une chance immense d'être là où j'étais. J'avais vraiment une conscience de ce bonheur à l'instant présent, de me dire là, ma vie, elle est géniale, elle est exactement comme je voudrais qu'elle soit. Donc, et ça a duré à peu près 1 an, ouais. À peu près. Et la suite, du coup, comment ça se passe? Bah, la suite de l'école, disons qu'à les années suivantes, après avoir compris le fonctionnement de l'école et en avoir quand même très largement profité déjà la première année,
c'était un peu plus, je vais pas dire répétitif, mais il y avait moins de découvertes. C'était très sympa, mais c'était un peu moins stimulant, on va dire, les années d'après, Ok. à mon sens. T'en as pas gardé pour autant des souvenirs négatifs ou si quand même? Pas vraiment en fait. J'ai pas de souvenirs négatifs de l'école. Ok. Pas qui me reviennent à l'esprit. Il y en a forcément eu quelques-uns, mais globalement, j'ai rien qui me vient à l'esprit quand tu me poses cette question. Ouais, ok. C'est marrant parce que moi j'ai la réponse inverse dans Ouais, l'interview. ouais. Mais ok. Et donc l'école au global bien passée, première année idyllique. L'arrivée en clinique, Ouais. tu te rapproches enfin des chevaux. Comment ça se passe pour toi? Parce que tu te rapproches pas que des chevaux. Je me rapproche pas que des chevaux. La 3e année où on était en clinique à mi-temps, bon, c'était quand même vraiment de l'initiation. C'était beaucoup d'observations. Et la 4e année, j'en garde pas d'excellents souvenirs. On faisait vraiment le tour des services. Moi, je voulais vraiment faire de l'équine et les semaines à la cliniquine, c'était pas l'idée que je m'en étais faite. C'était pas très stimulant, à mon sens. Il y avait pas assez de choses. Et puis quand on est tout en bas de la chaîne alimentaire, on n'a pas le droit de faire grand chose. Donc en fait, j'étais plus contente d'aller en stage. Ok. J'étais plus contente d'aller en stage. Et quand j'étais en clinique dans les autres services, la canine, ça m'intéressait pas trop. Donc je dirais que je faisais un peu le minimum syndical, mais j'étais pas animée d'un enthousiasme fou. Ok, donc t'as pas une passion qui est née à ce moment-là Pas pour du les tout. chiens et chats? Ah pas du tout. En fait, les semaines de canine, je faisais, je pense que je faisais un peu le minimum. Ouais, ok. C'est honnête comme réponse. Je trouve ça très honnête. Moi, de ce que j'ai pu entendre autour de moi, j'ai remarqué que ça arrivait assez souvent pour des personnes qui rentrent à l'école, qui sont en mode ce sera les chevaux et rien d'autre, de changer d'avis, soit en cours d'école, soit après. Est-ce que toi, t'as eu des moments de doute finalement par rapport à ça, au début? Non, pas vraiment. Je faisais mes stages et quand j'allais en stage, ça me confortait complètement dans l'idée de continuer là-dedans. Okay. Au contraire, ça a fait que se renforcer au fur et à mesure où j'ai fait des stages. J'ai fait beaucoup de stages dans des structures très différentes, de l'itinérant, de la clinique taille moyenne, du gros référé, et à chaque fois que j'y allais, ça me plaisait en fait. Donc non, ça s'est renforcé au fur et à mesure. Non, j'ai pas du tout eu ces moments de doute sur ce choix. Ça marche. Est-ce qu'il y a une chose en particulier que tu retiens de l'école? Les soirées, les cartes. Lesquelles cartes en particulier? Parce que nous, on sait, mais pas nos auditeurs et auditrices. Mes principaux souvenirs, c'est essentiellement les soirées et jouer à la canche à la cafette. Ouais. Je dois reconnaître que c'est là où j'ai passé le plus de temps. Les amphis, j'ai pas tant de souvenirs que ça. J'ai un peu honte de le dire parce que avoir fait tout ça pour finalement survoler, boire et coincher. Avoir fait tout ça, avoir fait tous ces efforts pour finalement boire et coincher, c'est vrai que c'est un peu dommage. Je pense que mes parents, ça les a un peu perturbés, mais je pense que je savais quand même ce que je faisais. Mais j'en ai bien profité. Bien profité. Bon, tu dis là que t'as un petit peu honte de donner cette réponse. Du coup, est-ce que là, aujourd'hui, avec ta sagesse de femme de 36 ans, est-ce que t'aimerais dire quelque chose de la version de toi qui était étudiante avec le recul que t'as aujourd'hui? Je suis heureuse d'en avoir profité, mais je pense que je me suis un peu trop laissée vivre quand même. J'aurais dû en profiter pour peut-être plus voyager. Je regrette de pas avoir fait d'année d'Erasmus. Je pense comme pas mal de monde, parce que j'étais un peu dans un confort, une période où tout était confortable, et donc j'ai pas eu le courage de franchir le pas, et honnêtement c'est quelque chose que je regrette quand même un petit peu. J'aurais dû en profiter de cette période d'absence de contraintes familiales et professionnelles pour faire plein de choses qu'on peut plus trop faire après. Donc qui sont beaucoup plus difficiles à mettre en œuvre plus tard dans sa vie. Ok. Donc on arrive à la fin de l'école, ça y est, les 5 années de kiff, même si ça n'a pas été que rose, les 5 années sont terminées. T'as ton diplôme en poche, t'es thésée. C'est quoi ton plan pour la suite?
J'avais depuis très longtemps en tête de rejoindre la clinique de Grosbois, en région parisienne, que je connaissais depuis mes 10 ans en fait en tant que cliente pour mon cheval. Okay. Et là où j'avais fait pas mal de stages, et pour moi c'était ça et rien d'autre. Il y avait pas d'option. Si j'ai quand même fait pas mal de visites de cliniques aux États-Unis et au Canada, okay. Pour voir un peu à quoi ça ressemblait. J'ai postulé à Guelph, okay. à l'université de Guelph, et au dernier moment je me suis rétractée parce que j'avais envie d'aller à Grosbois et je me suis dit que okay. il fallait continuer. J'avais ça en tête et je trouvais ça dommage de pas le faire. Ok. Du coup, il y a quand même une différence dans le regard que tu portes en tant que petite fille qui y va depuis toujours avec son cheval et en tant que jeune diplômée qui veut développer sa carrière dans la médecine équine vétérinaire, la médecine vétérinaire équine. Qu'est-ce qui fait que c'est Grosbois que tu choisis? Qu'est-ce qui pousse ton choix en fait à aller quand même là-bas? C'est quand même une référence en fait. En médecine équine en France, c'est la référence. Okay. J'y avais fait pas mal de stages et même si l'ambiance y est quand même un petit peu spéciale, je dirais très dure, un peu à l'image de l'équine que les gens en général. Je m'y sentais bien et je savais que j'y apprendrais énormément. Parce qu'ils ont des gens qui sont des pointures comme Fabrice Rossignol en chirurgie, Oudgaël Heitzmann en locomoteur et Valérie Degnon en médecine, qui sont des gens ultra compétents, et donc avec des gens comme ça on progresse à vitesse grand V. Donc okay. Voilà, c'était ça l'idée. Et avoir cette ligne directrice de dire j'y vais parce que je suis avec des pointures et je vais progresser à vitesse grand V, ça joue sur ta capacité à tenir la dureté de l'ambiance, comme tu l'appelles? On se prépare en fait. Enfin, quand on est en stage, on voit comment les internes travaillent. Donc en fait, on sait exactement à quelle sauce on va être mangé. Okay. Même les stagiaires sont sont très sollicités. Okay. Ils sont mis un petit peu sur le même plan que les internes. En tout cas, on en demande beaucoup. Et donc, on sait exactement à quoi s'attendre. Les internes sont mis sur le même plan que qui? Disons que les stagiaires, les stagiaires sont énormément mis à profit. Okay. Et donc, quand on fait des stages longs, on est assez rapidement une sorte de mini interne, okay. Ce qui fait qu'on sait exactement comment ça va se passer. Alors évidemment, on a beaucoup moins de responsabilités, on est plus piloté, mais ils ont besoin de petites mains, donc ils font faire des choses assez rapidement quand on est un stagiaire régulier et qui reste pas juste une semaine. Et donc je savais que ce serait très très dur. Que ce serait très fatigant. C'est vrai que quand j'y étais, j'avais calculé que je travaillais entre, je pense, 70 heures et 100 heures par semaine. Concrètement, on commençait à 7 heures du matin. Quand on était en chirurgie, des fois, il fallait que le premier cheval soit sur la table à 6 heures. Je rentrais chez moi vers 21 heures. Et puis, ça, c'est quand j'étais pas de garde. Donc, j'avais quand même la chance, comme j'habitais à côté de chez mes parents, de rentrer chez moi le soir, de me faire chouchouter par mes parents. Je mettais les pieds sous la table, et puis le lendemain ça recommençait, mais j'étais pas seule dans une petite chambre loin de tous. J'avais la chaleur du foyer, je retrouvais mes parents, ma sœur, mon chien, et donc dans ces petits moments ça m'a aidé à tenir, ça c'est clair. Okay, c'était une forme de ressource. J'entends finalement qu'il y a une chose qui a pu t'aider dans le fait de tenir bon, c'est d'avoir vu ce que tu allais vivre, de l'avoir expérimenté en tant que stagiaire. Et du coup, il y a une chose que tu n'as pas vécue, j'ai l'impression, et tu me corriges si j'ai mal compris, c'est la désillusion totale. Ah oui. Le oh my god, dans quoi je suis tombée. En fait, tu savais, tu as choisi sciemment, et je savais précisément là où je mettais les pieds. Ok. Donc en toute conscience, c'était en toute conscience, je me lançais là-dedans. Okay. Non, j'ai pas du tout eu de surprise en fait, ni bonne ni mauvaise d'ailleurs, quand je suis arrivée là-bas. Ok. Donc ça c'est comment tu traduirais le trait de caractère qu'il faut? Quel mot toi tu poserais, le trait de caractère qu'il faut pour qu'une personne elle aille sciemment dans un truc qui va être extrêmement difficile et qui va l'aider à avancer exactement dans la direction où elle veut aller et à vitesse grand V, parce que tu as des apprentissages hyper accélérés dans ce genre de structure. Je pense que
Si le sadomasochisme c'est le mot que tu attends, Non, pas du tout. c'est peut-être une forme de ouais, c'est vrai que ça peut paraître étonnant pour les gens de se dire qu'on se lance là-dedans alors que ça va être globalement un an épuisant. Ouais. Où on se demande des fois comment on fait pour se lever le matin après avoir travaillé quasiment toute la nuit. Ouais. Mais je me posais pas tant de questions. Ouais. Tout simplement, je dirais que de manière bête et méchante, je voulais faire ça, j'ai fait ça, Oui. sans vraiment réfléchir. J'ai foncé tête baissée comme je fais souvent. Ouais. Mais moi, j'entends de la détermination, en fait. Genre, j'ai décidé, ça va être dur, mais je sais que cette voie-là, elle m'emmène là où je veux, donc j'y vais. Et vraiment, je vois ça aussi chez toi quand tu en parles. Bah, je pense plutôt que je le vivais pas mal parce que j'aimais ça. Ouais. Donc ça c'est moi encore. Ça faisait pas ça passait. Ça, je le vivais pas comme un mal nécessaire. En fait, j'aimais ça. Ouais. C'est un peu bizarre, mais ça me dérangeait pas parce que je voyais tout ce que à la vitesse à laquelle je progressais, Okay. ça me stimulait et donc en fait le fait que je sois fatiguée ou que je travaille beaucoup ou que j'ai pas de vie à côté, ça me dérangeait pas plus que ça. Ah ouais. Ça, je trouve que c'est une qualité de fou d'arriver à tellement mettre en lumière les avantages que les inconvénients, aussi pesants soient-ils, hein, t'as parlé de 70 à 100 heures par semaine, bah en fait ça va. J'aime tellement mes avantages que les inconvénients, je les prends et y a pas de question quoi. Bah j'étais fatiguée, mais le matin j'étais contente de me lever, d'aller bosser. Donc ça m'a voilà. Après je dis pas que c'était rose et que il y a des jours où j'avais moins envie que d'autres, hein, comme tout le monde, mais j'ai pas le souvenir à la fin, le dernier mois, je crois que j'étais assez exécrable, par contre. Okay. On m'avait fait comprendre qu'il était vraiment temps que ça se termine. J'avais plus aucune patience, qui est déjà pas ma qualité première. Donc, non, le dernier mois, par contre, il était temps que ça se termine pour moi, mais aussi pour mes collègues. Okay. Eh ben, c'est génial. Tu m'offres une parfaite transition puisque dernier mois, tu sors de 1 an, hein, c'est ça, d'internat privé. Alors, je sais pas si on peut l'appeler comme ça. Comment tu fais ton choix pour ton premier travail? Eh ben c'est pas vraiment un choix que je fais. C'est tout simplement je me dis il a été question hein, en fait il y a eu toute une période de flottement où il était question que je reste à Grosbois. Okay. Où il m'avait proposé de rester et puis pour diverses raisons ça s'est pas fait finalement. Okay. Et quand ça a été acté que finalement ça se ferait pas, j'ai tout simplement cherché un boulot comme on cherche dans les petites annonces. Je me suis dit bah où est-ce que je pourrais bien aller. J'avais pas d'obligation, enfin j'avais pas vraiment de contraintes géographiques ou perso. Donc j'ai appelé des copains et je leur ai demandé tiens, tu connais pas une clinique équine sympa que tu me recommanderais pour bosser. J'ai appelé une de mes copines qui s'appelait Maria Simodo et elle me dit bah tiens, moi je viens de quitter mon poste en Alsace. Je vais aller m'installer à Grenoble et donc je quitte cette clinique et honnêtement j'y ai passé de bons moments. Donc c'était pour un CDD. Et je me suis dit bah pourquoi pas en fait de toute manière pour un CDD je risque pas grand chose, je vais y aller, ça me fera une expérience et après je verrai bien ce que je fais, donc voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Ok. Et c'était quoi cette structure? C'était la clinique de Truchtersheim qui est à côté de Strasbourg, qui est la clinique de référé d'équine, enfin une des principales du nord-est de la France. Ok. Et c'était quoi ton poste quand t'es allé là-bas? On t'embauche à quel titre? Bah titre de vétérinaire salarié, tout simple, quelque chose de très très basique en fait, pour faire un peu de tout, de l'hospice, de l'urgence, du vaccin, du référé quand même. Donc je dirais que c'était à peu près 50% de l'activité équine. Okay. Donc le fait que je vienne de Grosbois, ça c'était quand même un gros plus. Ça s'est fait qu'on va dire je pense beaucoup plus il y a 10 ans c'était encore différent, je crois. Ça se faisait de manière assez simple. Je suis allée voir, j'ai vu, on a un peu discuté, ils m'ont dit bah si tu veux t'as qu'à venir et j'ai dit OK, on s'est tapé dans la main et puis ça s'est fait comme ça. OK. Voilà. Du coup, ça a été vraiment facile de choisir ou qu'est-ce qui t'a poussé? Parce que du coup, il y a Maria qui t'a orienté en te proposant cette idée. Toi, tu t'es dit, bon, l'Alsace, pourquoi pas? Voilà. Et puis, j'avais quand même une bonne copine qui habitait en Alsace à cette époque-là, qui se trouve être Colline Musel.
Et ça bah forcément, ça a fini de, ça m'a aidé à faire ce choix. Ok. Je m'en souvenais pas comme ça me touche. Comment t'as vécu, si on revient à toi, l'intégration dans cette clinique? T'avais vécu une première intégration à Grosbois où tu savais où t'allais être mangé, et là, t'arrives dans une clinique, t'as aucune idée. Enfin, Maria, elle t'en a dit du bien, mais en fait, là, tu découvres. Comment t'as vécu cette arrivée? L'avantage, enfin, ce qui a été marquant pour moi, c'est que je suis arrivée en même temps qu'une autre véto. En fait, c'était à l'époque, l'équipe était assez petite. La clinique, elle a été créée par Alain Sensenbrenner il y a à peu près une 30aine d'années. Et la clinique a été assez à son image, c'est-à-dire familiale. On faisait du bon boulot, mais sans chichi, sans prise de tête. C'était pas du tout l'image de l'équipe que les gens ont en général. Et je suis arrivée en même temps qu'une de mes collègues qui sortait aussi d'une grosse clinique équine en Normandie. Et ça s'est fait très naturellement. Je crois que quand on est arrivé, on a fait nos armes ensemble et naturellement, on s'est beaucoup soutenus. Ça a beaucoup joué en fait dans mon arrivée parce qu'on était beaucoup ensemble et on avait un peu le même poste et l'entente était naturelle. C'était une entente purement de collègues ou il y a eu autre chose après qui s'est développée pour vous dans ce poste? Bah on est devenus plus que des collègues, on est devenus des amis. On était tout le temps fourrés ensemble, on mangeait ensemble le midi, on sortait ensemble le soir. Et donc, mais pas qu'avec elle, hein, mais avec même d'autres gens de la clinique, il y avait vraiment cet esprit famille que je pense on rencontre assez rarement en équine, honnêtement. Ouais. Après même les diverses cliniques où j'étais, il y avait vraiment cet esprit de famille où quand on avait un problème, on pouvait appeler n'importe qui à n'importe quelle heure, il décrochait son téléphone. On essayait de pas déranger pour rien, mais si on avait un problème, il y avait quelqu'un qui était là dans le quart d'heure qui suivait, on avait quelqu'un qui débarquait pour nous donner un coup de main. Donc on était très soutenus en fait. Qui débarquait et qui avait quelle attitude? Parce qu'il y a une chose dans le fait de pouvoir appeler et il y a une chose dans la manière dont t'es reçu quand t'appelles. Tu te souviens de quel type d'attitude quand tu dérangeais effectivement pour demander un coup de main? Bah, je pense que souvent je demandais soit un avis téléphonique, et quand j'appelais à l'aide pour qu'ils viennent, c'est que vraiment c'était vraiment la mierda. Donc il fallait qu'ils viennent tout de suite. Okay. Donc je pense que j'appelais pas pour rien. On appelait vraiment pas pour rien. Quand on appelait à l'aide, c'est qu'il y avait un gros problème, il fallait venir. Et donc Alain comme Benoît, s'il fallait, il se déplaçait. Il savait qu'on n'abusait pas. Et s'il pouvait nous aider par téléphone, dégrossir par téléphone, il le faisait aussi volontiers. Parce que à la fois c'était donnant. Eux, ils pouvaient compter sur nous pour vouloir faire du bon boulot. Mais si on était en difficulté, on pouvait les appeler et on n'en abusait pas non plus. Donc je pense que ça les dérangeait pas en fait. Ça les rassurait de savoir aussi qu'on allait tirer la sonnette d'alarme et pas si on était en danger ou s'il y avait une situation vraiment qui devenait ingérable. Quelque part, je pense que ça les rassurait de savoir qu'on n'allait pas vouloir faire les warriors et qu'on allait appeler à l'aide si c'était le cas. Ok. T'as un souvenir comme ça qui te revient d'une fois un peu atypique comme ça où t'as appelé à l'aide parce que vraiment tu t'es dit bon il y a les coliques chirurgicales, ces trucs-là, bon bah là t'as besoin d'eux, t'as besoin de leurs compétences de chir parce que toi tu fais la nest. Mais est-ce que t'as un souvenir d'une autre situation où là tu t'es vraiment dit c'est pas chirurgical mais là quand même si je les appelle pas je vais pas le faire? Alors j'en ai un qui est bien cracra. C'était un dimanche, une jument qui m'a été amenée par un client qui était un petit peu un peu très à la cool et qui me dit ma jument elle devait pouliner et puis il y a 15 jours je l'ai vue pousser et en fait plus rien. Et là ça sent super mauvais quand même. Et plus rien après. Bah non, plus rien. Et donc en fait, elle avait un poulain qui était dans l'utérus, qui était mort depuis 15 jours. Donc bon bah je vous ai pas, heureusement avec le micro, vous avez pas l'odeur. Et vraiment, je me suis dit mais qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais faire? Donc on a réussi à le sortir, mais vraiment je me sentais pas je me sentais pas de prendre une décision, enfin de dire comment je vais faire parce que je savais pas dans quel état il était. Est-ce qu'il était
enfin, quel risque sceptique ça représentait, est-ce que j'allais réussir à le sortir, est-ce qu'il fallait essayer de le sortir, est-ce qu'il fallait essayer de faire une césarienne. En fait, je savais pas quoi faire. Okay. J'avais pas trop d'expérience en obstétrique parce que j'ai jamais fait de bovine. Et donc là, j'ai appelé à l'aide Alain qui est venu tout de suite. Et l'autre exemple que j'ai, et là, celui-là, il m'a quand même, là, j'avoue que je m'étais fait très très peur. C'est un cheval qui était en réveil de colique et qui a fait un œdème laryngé au réveil. Il était 1h30 du matin et là, pour le coup, j'avais fait ma warrior et j'avais dit, c'est bon, je vais faire le réveil toute seule. De toute façon, je vais y arriver. Et heureusement, j'avais un copain qui avait amené le cheval qui était resté avec moi. Et heureusement qu'il est resté là ce jour-là parce que le cheval, il a fait un œdème laryngé. J'ai dû lui faire une trachéotomie d'urgence. Et vraiment, ce jour-là, si j'avais été seule, ça aurait pu être vraiment très dangereux, je pense. C'était un copain qui avait des compétences veto et qui t'a aidé? Non, pas du tout. Okay. Non, c'était le transporteur du cheval, qui est un copain qui est un peu un passionné aussi, qui est toujours très intéressé par la médecine météo. Et il était là, il était resté pour la chire. Et puis comme il a vu que j'étais toute seule, il était resté à papoter avec moi. Il était 1h30 du mat. Et ce jour-là, honnêtement, s'il avait pas été là, je pense que ça aurait pu être vraiment embêtant. Donc, qu'est-ce qui t'a aidé en tenant cheval? Il a fallu d'abord que le cheval, en fait, on pouvait pas y accéder parce qu'il s'étouffait, donc il a fallu d'abord qu'il s'asphyxie, qu'il tombe par terre, et qu'une fois par terre, quelqu'un le tienne pour que je puisse lui faire sa trachéo. Donc c'était un peu chaud. Ouais. Voilà. Okay. Donc toute seule. Petit moment d'adrénaline. Ok. Voilà. On va dire que c'est les deux. Et après, évidemment, on a appelé du monde. Mais heureusement que j'étais pas toute seule. Ok. Voilà. Eh ben, ça fait des souvenirs intenses. Ouais, il y a eu de l'urgento, sympa. Ok. Pendant tes premières années, je l'avais dit en introduction, t'es en plein kiff, c'est génial, t'es à ta place, c'est riche, c'est stimulant. Qu'est-ce que t'as pu rencontrer dans ces années-là comme challenge, comme moment difficile? Là, tu viens de nous donner des exemples médicaux, mais il y en a peut-être eu d'autres sur d'autres plans? Ou pas? La première année, ce qui a été marquant pour moi, c'est que j'ai été mise en cause devant un tribunal pour le décès d'un cheval que j'avais vu en urgence un soir. Le procès a duré plus de 2 ans, je crois plutôt 3 ans. Ça marque un peu quand on commence. J'ai compris, et donc au début, on a l'impression de prendre un coup sur la tête, et puis finalement, j'ai tout simplement compris que dans ce milieu-là, ça faisait quelque part partie du jeu, qu'il fallait se blinder et prendre les choses de manière assez distante, de manière factuelle, dire voilà, on va mettre ça en place, on va faire ça pour se défendre. Il faut essayer de pas trop laisser ses émotions intervenir. Mais c'est quand même important d'être bien entouré parce que je pense que ça peut dégoûter, voire faire basculer des gens, parce que j'avais déjà entendu en fait avant ça des vétos qui avaient été dans la même situation, que ça avait complètement massacré psychologiquement et qui en sont même venus au suicide. Ouais. Donc ça m'a mis une petite piqûre et je me suis dit de toute façon ça mérite clairement pas ça. De toute façon il y a rien de dramatique. Il faut juste encaisser et puis attendre que ça se passe et puis bien s'entourer pour ça. Ouais. Voilà. Et j'aimerais bien, quand j'entends bien s'entourer et que j'entends que ça dure 2 ans, ça a pris quelle forme, cet entourage pour toi à ce moment-là? Comment ça se traduisait en fait concrètement d'être entouré? Concrètement, c'était d'avoir une avocate qui a été hyper réactive, très impliquée dans le dossier. Qui a tout fait pour nous défendre, et puis aussi la clinique qui m'a rassurée, qui m'a dit t'inquiète pas, de toute façon c'est pas très grave, on va faire ce qu'il faut, et puis de toute façon la vie continue, et puis voilà, ça s'est bien terminé, on a été innocentés. La personne en question a dû nous indemniser pour ces années qu'elle nous a fait vivre, on va dire, pour les frais de justice qu'on a dû engager pour se défendre. Elle a même fait appel, mais elle a aussi perdu en appel, et donc tout ça s'est bien terminé, mais ça a pris plusieurs années, et donc un peu avec cette espèce d'épée de Damoclès toujours au-dessus de la tête, à se dire attends vraiment le moment où ça sera fini, et qu'on n'aura plus à penser à ça. Ouais.
Tu peux enfin poser la charge mentale Enfin, quand le voilà. juge dit terminé. Quand le il y a juge plus dit de toute procédure d'appel manière, il y possible. a plus d'appel possible. De toute manière, c'est un dossier qui est clos. Et ben, ça fait quand même du bien. Ouais, ouf, terminé. Et en plus en gagnant, donc c'est double bonus. Alors j'en ai parlé en introduction. Du fait que en tant que cavalière, avant que tu arrives à l'école, tu savais déjà que tu voulais faire ça, tu voulais travailler avec les chevaux, c'était veto équin ou rien. Pourtant, pendant tes études, il y a une personne qui a régulièrement tenté de semer une autre graine dans ta tête. Tu m'en as parlé pendant notre préparation. Je voudrais bien que tu nous en dises un petit peu plus. Je pense que tu fais allusion à Gilles Bourdoiseau, Ouais, à qui j'en profite pour rendre un petit hommage, parce que c'est vraiment avec beaucoup de tristesse que j'ai appris son décès récemment. C'était mon enseignant tuteur, et donc quand j'allais en stage, je devais aller le voir pour faire valider mes stages, enfin en amont et en aval. Et à chaque fois, il me recevait un peu comme un papa. Il y avait vraiment ce côté paternel chez lui, et donc il me disait ah oui, mais mademoiselle Sylvain, c'est bien l'équine, mais vous verrez, il y a pas que ça. Il faut pas oublier la canine, c'est quand même important. Écouter la parole d'un vieux sage, enfin voilà. Et donc moi, du haut de mes 20 ans, je le regardais un petit peu de manière distraite, je haussais les épaules et je me disais cause toujours mon gars, de toute manière, je sais ce que je veux faire. Donc j'acquiesçais, voilà, je disais oui, et dans ma tête j'en pensais pas moins. Et maintenant, bah forcément, ça me fait un petit peu sourire quand je repense à ça, parce que finalement la suite de l'histoire lui a quand même donné raison. Ouais, c'est chouette. Je trouve ça génial, cette attitude des jeunes de 20 ans qui disent je vais faire bien comme je voudrais, puis qui potentiellement 12 ans, 15 ans plus tard disent le vieux sage avait un peu raison quand même. Je vous l'avais bien dit. Et oui, je vous l'avais bien dit. Bah oui. Du coup, on pense bien à lui à ce moment-là. Du coup, puisqu'on est en train de parler de cette petite graine de la canine qu'il avait semée dans ton esprit. Il l'avait pas vraiment semé, mais il essayait à chaque stage de me suggérer voilà, d'avoir l'esprit plus ouvert, mais j'étais butée, et donc ça n'a pas vraiment fonctionné. Ouais. Et pourtant aujourd'hui, tu travailles dans une clinique canine avec un pôle NAC, mais tu travailles dans une clinique canine. Ouais. Pendant ces 10 années de pratique en équine, avec un petit pôle canin, mais où tu fais quand même vraiment à grande majorité de l'équine, à partir de quand est-ce que tu remets en question l'idée de continuer à être vétérinaire équin? C'est pas vraiment le fait d'être vétérinaire équin qui que je voulais changer. C'est plutôt le fait que je me sentais, j'avais envie de creuser un domaine en particulier, et ça commence à me trotter dans la tête à peu près pendant le premier confinement du Covid. Okay. C'est là que ça commence à me travailler un petit peu. Ok. Et j'aimerais bien parce que le milieu vétérinaire équin, c'est un milieu que je connais pas si bien que ça, même si je te connais toi très bien. Qu'est-ce qui fait que tu cherches pas à ce moment-là à creuser un domaine vraiment spécifique à l'équine? Je sais pas trop te répondre parce que c'est pas très facile de l'équine, c'est déjà un petit monde entre guillemets. Okay. Et creuser, se spécialiser dans un domaine en équine, c'est quand même quelque chose de très difficile, je pense. Okay. En tout cas en restant en pratique, sans retourner en université. Okay. J'ai par exemple une de nos anciennes internes, Pauline Matra, qui après plusieurs années à la clinique a entamé une résidence de médecine interne à Lyon, elle est encore en cours d'ailleurs. C'était pas une option pour moi, en tout cas, de retourner à l'université, parce que j'avais déjà des enfants et j'avais déjà au moins notre première fille à l'époque, et que du coup c'était pas envisageable en fait de suivre ce type de cursus. Okay. Et dans l'équine, c'est quand même assez difficile d'avoir un domaine de spécialisation, parce que quand on fait déjà que de l'équine, c'est déjà considéré comme assez spécialisé. Donc faire que du loco, de la chiro, etc., c'est pas si facile. Ouais.
C'est pas facile, en tout cas, sans passer par l'universitaire, hein, Voilà. ce que tu dis. Et du Ouais. coup, toi, c'était pas une option. Moi, donc c'était tu pas te tournes une vers option. d'autres options. Ouais. Tu te tournes vers quelle option, du coup? On en a déjà parlé, mais je veux bien que tu me redises. Et ben alors, ce qui a quand même orienté mon choix, c'était pas un choix complètement, comment dire, c'est pas un choix qui est venu du jour au lendemain comme ça, ou alors un choix par dépit, pas du tout. J'avais un de mes meilleurs amis, Jean-Baptiste Barbry, qui suivait une spécialisation d'ophtalmologie à Nancy. Et comme on est très amis, il vient de temps en temps opérer des chevaux dans notre clinique en Alsace. Et on en parle régulièrement. Il m'explique ce qu'il fait, ce qu'il a appris, et à force d'en discuter, il finit par me prêter ses cours. Enfin, je lui demande, je lui dis tiens, t'as qu'à me prêter tes cours. J'aimerais bien voir ça plus en détail. Donc il me prête ses cours et j'ai commencé à les lire chez moi. Et je crois que c'est vraiment là où j'ai eu le déclic, où je me suis dit c'est tellement intéressant. J'ai pas envie de juste lire des cours, j'ai envie de voir comment c'est en pratique, de le mettre d'apprendre et de comprendre comment ça marche en vrai. Et c'est vraiment là que j'ai eu le déclic, je pense. Okay. À ce moment-là. Avec des polycopiés. Avec des polycopiés. Exactement. C'est génial. En tout cas, j'entends, ce que je comprends dans ce que tu dis, c'est que tu avais vécu cette forte stimulation à Grosbois qui a perduré pendant les premières années en équine où tu apprends énormément, tu es très, très, très stimulé. Au bout de 10 ans, même dans une clinique hyper spécialisée, tu as fait un peu le tour des spécialités dans lesquelles tu peux aller creuser parce que tu peux pas aller en universitaire. Et là, tu retrouves de la stimulation en te disant « Ah !» Alors, non, je dirais pas que j'avais fait le tour. Je pense que c'est un peu prétentieux de dire que j'avais fait le tour parce qu'honnêtement, il y a beaucoup de choses à creuser. Ouais. Mais vraiment me spécialiser dans un domaine ou progresser en suivant des formations ou des cours de mon propre chef en pratique privée, sans personne pour encadrer. Je pense que c'était vraiment honnêtement mission impossible. Alors il fallait vraiment une détermination extrêmement forte. Pour faire ça, on a vraiment besoin d'un mentor en fait. Okay. Quand soit on a quelqu'un dans la clinique qui peut nous montrer ou nous faire faire, mais quand on est tout seul, qu'on est pareil la tête dans le guidon dans son emploi du temps et qu'on se dit qu'on veut absolument lire des articles, etc. Et toutes les semaines, je me rappelle qu'on s'organisait des journal club et 3 fois sur 4, ils sautaient parce qu'il y avait des urgences, parce qu'il y avait ci, parce qu'il y avait ça. Après, il fallait s'occuper des enfants. Et donc, en fait, j'arrivais pas à me former, j'arrivais pas à progresser. J'avais vraiment un sentiment que j'évoluais plus. Et c'est ça qui a fait que je me suis dit ça va pas en fait, ça va pas. Il faut que j'arrive à évoluer et comment ça a pris un peu de temps pour que je trouve le moyen d'évoluer. Ouais, c'est ça. Et ça a nécessité un changement radical en fait. Ouais, c'est ça. T'as pas fait le tour des connaissances en équipe. Pas du tout. Mais t'as fait le tour des possibilités pédagogiques. Des possibilités que j'avais dans la situation dans laquelle j'étais. Ouais. Ok. Donc c'est pas spécialement la pratique généraliste dont tu voulais plus. C'était le fait que dans cette pratique-là, dans le contexte que tu avais, il y avait plus d'endroits où tu sentais que vraiment tu pouvais progresser, t'éclater, creuser. Ouais, exactement. C'est exactement ça. Ok, trop cool. Donc du coup, tu as lu ces polis, tu t'es dit, mais l'ophtalmo, c'est génial. Exactement. Ça t'a pris combien de temps de décider, parce que entre le moment où tu te dis mais c'est génial et le moment où tu dis j'arrête et je me lance à nouveau dans quelque chose d'intense où je me reforme, tout ça, il s'est passé un petit peu de temps. Comment ça s'est passé pour toi tout ce processus de décision en fait? C'était pendant mon 2e congé maternité. J'ai réfléchi vraiment régulièrement pendant à peu près ces 6 mois, mais j'ose pas entamer de démarche parce que à cette période-là, je suis vraiment écrasée par le poids des crabouillés, on va dire, même par le poids des contraintes familiales, avec un bébé de 6 mois, une petite fille de 3 ans. Mais je sens quand même qu'il faut que j'amorce un changement et que finalement, la fin de ce congé mat, il faut que ce soit aussi... c'est l'heure, entre guillemets, d'amorcer ce changement-là, même si... clairement, c'était finalement c'était pas très logique de me lancer là-dedans à ce moment-là, mais je le ressentais, je sentais que c'était finalement là qu'il fallait que c'était là qu'il fallait que je le fasse. Parce qu'il se passait quoi si tu le faisais pas selon toi? Il se passait rien, mais j'allais retourner dans une routine
j'allais retourner dans ma routine et une certaine forme de confort. En fait, j'étais dans ma zone de confort et je sentais que si je retournais m'installer dans ma zone de confort, j'aurais peut-être plus le courage d'en sortir et que du coup, il fallait que je profite entre guillemets de cette période-là c'est vraiment à ce moment-là que ça s'est mis en place où je me suis dit maintenant, il faut que ça change. Donc c'est maintenant ou jamais. OK. Donc, tu as un congé maternité qui s'appelle peut-être même un congé parental, parce que j'entends que tu as resté avec 6 mois avec... oui, enfin, c'était 3 mois. J'ai prolongé de 3 mois, en fait. OK, tu as pris 3 mois. J'ai prolongé de 3 mois. OK. Et à ton retour, tu annonces à une structure que tu veux partir, c'est ça? Pas tout à fait. Pas tout à fait. Comment ça s'est passé? Pas tout à fait passé comme ça. J'ai tout simplement envoyé un mail à Thierry Azoulay, qui est le spécialiste d'ophtalmo de Strasbourg, que je connaissais en réalité déjà un petit peu parce qu'il venait de temps en temps voir des chevaux chez nous. Donc je le croisais, on va dire, régulièrement depuis une dizaine d'années. Okay. Et donc je lui envoie un mail, tout simplement, en lui disant que j'aimerais bien me former en ophtalmologie. Et est-ce que par hasard, il chercherait pas un assistant? Donc vraiment une sorte de bouteille à la mer, en tout cas sans conviction, honnêtement. Et un peu contre toute attente, il m'a répondu. Il m'a dit bah écoute, on n'a qu'à se rencontrer et en discuter. Et c'est ce qui s'est passé. On s'est vu, on a assez longuement discuté de ce que je souhaitais faire, de ce que lui il était prêt à donner. Et on a décidé de faire un essai, tout simplement. Il m'a dit, bah, il faudra que tu te remettes un petit peu à jour en canine. Enfin, remettre à jour, c'est pas vraiment le terme. Que je me forme à un minimum sur la canine. J'étais très très low en termes de niveau. Okay. Et tu fais quelques mois de remise à niveau et tu vas être un petit peu dans mon service aussi pendant ces quelques mois. Et si jamais ça te plaît et si jamais ça se passe bien, et bah après tu restes juste avec moi Okay. dans le service. Et ça s'est fait tout simplement finalement ça s'est fait simplement comme ça. En une conversation. En une conversation. Ah ouais. Donc, t'as cette conversation avant d'avoir des conversations avec ton équipe. Ouais. C'est ça. Avec qui je travaille tous les jours. Et donc, je décide de garder ça secret jusqu'au dernier moment où je leur ai annoncé que j'allais partir et que j'allais travailler dans cette clinique. Okay. Et c'est vrai que je regrette, enfin, je sais pas si on peut dire que je regrette, mais je reconnais que l'annonce a sûrement été assez brutale. Okay. Peut-être que j'aurais dû mettre plus les formes, je sais pas comment j'aurais pu faire, parce que ma décision était prise. Et donc j'attendais pas en fait qu'ils cherchent à me retenir. Donc j'ai pas voulu en parler avant parce que je vois souvent des confrères qui attendent que la coupe soit pleine et le jour où la coupe est pleine, ils décident de partir. Et derrière, les patrons ils disent bah c'est dommage, tu nous aurais dit que tu voulais faire ci, que tu voulais faire ça, on aurait peut-être trouvé un terrain d'entente. C'est dommage que t'aies attendu d'être au bout du rouleau pour partir. Il y a souvent alors que moi c'était pas du tout ça. Ouais. En fait, j'étais pas du tout malheureuse. Je leur reprochais rien. J'étais pas malheureuse. J'avais envie de quelque chose que malheureusement ils pouvaient, même avec la meilleure volonté du monde, ils pouvaient pas m'offrir. Ouais. Donc c'est pour ça que je leur en ai pas parlé. Je leur en ai parlé quand ça a été acté, pour que finalement quelque part éviter des discussions qui n'avaient pas lieu d'être, je pense. Ouais, okay. Après, s'ils l'ont mal pris, bah j'en profite. Pardon. Je vous aime. Oui, parce qu'il faut dire que tu as gardé de très bonnes relations avec cette équipe. Tu as passé 10 ans avec, tu t'es fait des amis, et c'est des personnes... Oui, c'était quand même une décision un peu difficile. J'avais l'impression de renier ma famille un petit peu. Ouais. Mais finalement, ça s'est quand même bien terminé puisque j'ai gardé d'excellentes relations avec eux. Que d'ailleurs je vais dîner au restaurant ce soir avec l'une d'entre elles et que j'y vais régulièrement, qu'on s'appelle régulièrement et que quand j'y passe je me sens toujours comme à la maison, donc enfin j'ai l'impression d'être toujours encore pas un membre de l'équipe mais une espèce de branche rapportée. En tout cas je pense qu'on a gardé d'excellentes relations. Ouais. Et ça a dû être particulier aussi dans ton changement parce que tu fais un virage
quand même à 90 voire plus du tout de chevaux dans ton quotidien, mais des chiens, des chats, des nacs, et c'est complètement différent. Et en plus, c'est une complètement nouvelle famille, puisque tu parles de famille à la clinique de Bien Cruche. sûr. Ouais. Là, tu es la nouvelle dans un endroit où tu connais un petit peu Thierry, comme tu l'as dit, Thierry Azoulay. Mais finalement, là, c'est une complètement nouvelle intégration. Comment ça se passe pour toi de quitter ce cocon, cet endroit où tu as plein de personnes avec qui tu t'entends bien, et d'être la nouvelle dans une grosse équipe? Parce que c'est une grosse clinique de référé de Strasbourg. Je sais pas dire combien il y a de salariés, mais c'est un gros truc. Les premiers mois, je dois te dire que j'étais assez stressée. Ouais. J'avais vraiment peur de décevoir les autres et puis de me planter en fait. Okay. Donc je pense que j'étais vraiment, enfin ça se sentait que je me mettais vraiment la pression pour que ça marche. Mais petit à petit, au bout de, je dirais 2-3 mois, je me suis sentie assez bien acceptée dans l'équipe. Mais qu'est-ce qui a facilité ça? Parce que toi, t'as probablement fait, mais est-ce que dans l'équipe, il y a des choses qui ont facilité ça? Le fait de te sentir mieux. Le fait de me sentir mieux, j'ai été en fait assez bien accueillie dans l'ensemble. J'ai pas eu l'impression qu'on m'attendait avec une Kalachnikov en disant c'est qui celle-là. Okay. Je pense que eux ils avaient besoin de monde. Ils étaient aussi en sous-effectif, et donc tout simplement de voir quelqu'un qui arrivait et qui avait envie de travailler, ils étaient de toute manière ils accueillaient les gens positivement en fait. Donc cool. Je me suis sentie je me suis sentie la bienvenue, et ils ont été quand même assez sympas parce que voir quelqu'un qui bosse depuis 10 ans qui sait pas mettre un cathéter à un chien, ça a dû rigoler un petit peu quand même, forcément, mais j'ai pas eu l'impression quand même qu'on se moquait de moi au départ, même si franchement il y avait des moments où ils auraient pu quoi. Tu leur aurais pas tenu rigueur, disons. Voilà, disons que j'avais quand même clairement annoncé la couleur. J'avais dit voilà, moi j'ai en gros jamais fait de canine, donc soyez un petit peu indulgents au moins au début. Laissez-moi essayer de me réadapter parce que c'est pas du tout le même format, les mêmes protocoles, les mêmes pathologies. Donc et honnêtement ils ont été super. Je dois reconnaître que j'ai été très bien accueillie. Ouais, c'est chouette. Ça fait plaisir à entendre. Du coup, aujourd'hui, tu passes beaucoup de temps auprès de Thierry, qui est spécialiste en ophtalmologie. Tout à fait. Donc ça, c'est les moments où tu es à la clinique. Mais est-ce que être retourné comme ça, te former en ophtalmo auprès d'un spécialiste, ça veut aussi dire retour aux phases d'observation, retour à potasser les articles, les livres, le soir, le week-end? Ça demande pas mal de travail personnel, mais en même temps, j'étais en demande de ça. Je l'ai fait parce que j'avais envie de ça. Donc quand je connais pas, je regarde, je pose des questions, je prends des petites notes, je vais chercher dans les bouquins, j'essaie de bosser mes cas, même si évidemment on a beaucoup trop de cas, j'ai pas le temps de les bosser autant que je pense en université, mais j'essaie d'aller, quand je sais pas, j'essaie d'aller chercher, et ça fait un petit peu retour à l'école. À 36 ans, ça peut paraître bizarre. Enfin, c'est surprenant pour beaucoup de gens qui me disent mais pourquoi tu t'imposes ça? Mais moi je trouve ça, moi j'adore en fait. Je trouve ça stimulant. Donc, ok. Voilà. Et c'est quoi qui te stimule finalement le plus? C'est le fait que ce soit nouveau, c'est le fait que tu te dises que tu vas être une encore meilleure véto. Tu vois, c'est quoi le truc vraiment pour toi qui est kiffant dans le fait de réapprendre des choses comme ça? Pour résumer, en fait, c'est parce que intellectuellement, c'est hyper stimulant. C'est vraiment ça. Parce qu'on reçoit beaucoup de cas qui sont compliqués, qui sont déjà passés par on va dire le triage, où c'est quelque chose qui rentre pas dans les cases, et aussi qu'on a les moyens techniques d'investiguer avec de l'IRM, du scanner, et toutes sortes d'autres examens, ce qui fait que en général, quand on a un cas, il a beau être compliqué, on est avec des gens qui sont motivés pour aller au fond des choses, pour comprendre ce qui se passe, et donc on a un petit peu pas pour tous les patients, mais souvent on a un petit peu carte blanche, et donc on reçoit des cas et on se dit mais qu'est-ce qu'il peut bien avoir, et cette espèce de cluedo qu'on a en se disant
J'avais le mot énigme en tête. Cette espèce d'énigme de se dire mais qu'est-ce qui peut bien avoir, ou alors je pense que ce serait plutôt ci ou plutôt ça. Ouais. Le cheminement en fait diagnostic et après évidemment associé à la thérapeutique, c'est vraiment intéressant. On les suit, on a beaucoup de cas qu'on suit de A à Z, où on les voit et on les suit pendant des mois. On fait des choses, les propriétaires veulent faire beaucoup de choses, donc on essaye, ça marche pas, on essaye autre chose et ça marche, et c'est super intéressant, et aussi très, voilà, encore une fois très stimulant je trouve ta cam de faire ça. Bah ouais. Ouais, c'est ok. Je sais pas. En tout cas, la façon dont tu parles de cette notion de stimulation intellectuelle, moi j'entends que c'est vraiment un truc dont tu as besoin pour sentir que tu kiffes ta vie. J'ai que tu absolument kiffes ton besoin de job. ça. Ouais, voilà. J'ai absolument besoin de ça. Okay. Quand j'ai commencé à bosser en équine, j'étais stimulée plus par le côté adrénaline des urgences, je pense. Okay. Vraiment le côté, tu te retrouves dans une situation, clairement, tu te dis comment je vais faire, comment je vais me sortir de cette situation. Et puis finalement, tu sais pas comment, mais tu y arrives. Et à la fin, t'as cette espèce de satisfaction de te dire, bah franchement, c'était galère, mais j'ai quand même trouvé une solution. Donc c'était plutôt le comment m'en sortir dans la pratique quand je faisais de l'urgence au départ, alors que là je suis plus passée dans la phase mémère, hein, plutôt du genre je vais beaucoup réfléchir à mon bureau, lire des bouquins pour trouver des solutions pour cette pauvre bête. Ok. Et t'as parlé quand même à plusieurs reprises des propriétaires, qui sont très motivés dans la clinique. Quand ils arrivent chez vous, ils ont déjà vu 1, 2, 3, 4 vétérinaires. Ils viennent voir le spécialiste du coin, voir de loin. Comment tu t'habitues à ce changement-là dans le rapport à la clientèle? Il n'y a pas vraiment de changement énorme par rapport à là où je travaillais avant. Ouais. À Grosbois, en général, c'était, on avait carte blanche pour tout. Ok. Et à Trüchtersheim, en fait, les clients d'Equine nous laissaient énormément la main libre pour beaucoup de choses. Okay. Donc, en fait, c'est pas vraiment c'était pas un changement réellement par rapport à ce que je faisais avant. Après, on dit que les propriétaires de chevaux sont réputés, ont mauvaise réputation, mauvaise presse dans l'ensemble. J'ai pas du tout eu l'impression que ça ait tant changé que ça entre quand j'étais à Trüchtersheim et la clinique où je suis actuellement. Ok. Tant mieux, hein, au moins tu maîtrises déjà la com avec ce type dans ce type de situation. Ouais, en tout cas, ça a pas vraiment changé. Ouais, ok. Tant mieux. Ça lève peut-être un mythe que la clientèle équine, elle est bien particulière. Toi, t'as fait des référés dans 2 types de clientèle, et 3, équine canine et canine pure. Et puis, tu vois que quand c'est du référé et qu'il y a un enjeu à résoudre, une énigme avec la vie d'un animal en jeu, t'as des manières de communiquer qui sont les mêmes en fait. Ouais, je crois que j'utilise les mêmes méthodes que celles que j'utilisais avant. J'ai pas l'impression d'avoir dû m'adapter sur ce plan-là. Ok. Ça fait un endroit au moins où t'étais en maîtrise, c'est cool. Oui. On va dire. Ouais, en tout cas où t'es à l'aise et où t'es pas un changement de plus, quoi. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est juste. Est-ce qu'il y a une chose dans ta découverte en ophtalmologie, dans cette nouvelle vie, à laquelle tu t'attendais pas? Oui, ce qui a pas mal changé et qui, on va dire, régit un peu mon quotidien, c'est vraiment qui a beaucoup changé par rapport à avant, c'est le goût pour la chirurgie. Ok. Parce que jusque là, j'avais vraiment, je pense qu'on me collait l'image plutôt de l'interniste qui aime beaucoup réfléchir mais pas trop se servir de ses mains. Ok. Et je me rappelle même que quand j'étais interne, mon patron il disait de moi que quand on mettait un scalpel dans les mains, c'était comme un canard qui trouve une paire de chaussures. Donc ça résume bien les choses, c'est-à-dire que j'étais pas du tout à l'aise là-dedans, en tout cas pas du tout faite pour ça. Et finalement, actuellement, ça fait partie des choses que j'aime faire et dans lesquelles je suis pas si nulle que ça. Donc ça c'est une découverte. Je savais pas trop à quoi m'attendre en commençant, parce que la chirurgie ophtalmo c'est beaucoup de microchirurgie, donc c'est un truc qu'on n'expérimente pas trop avant. Ouais. Et j'y ai vraiment pris goût
Ça, c'était un peu la bonne surprise Ok. la bonne surprise dans l'affaire. Ok. Donc, comme quoi, quand on croit qu'on n'est pas fait pour quelque chose, finalement, faut se laisser surprendre. Bah, c'est vrai. C'est tout à fait vrai. En fait. Trop cool. On a quand même parlé d'un changement de vie drastique. Hein, t'es passé de vétérinaire équin à reprendre les études d'une certaine manière, retourner dans un apprentissage très intense. On a quand même parlé du fait aussi que t'étais en couple, hein, il me semble. Comment ça s'est passé entre toi et ton conjoint pour décider de ce virage que t'allais prendre? Alors, discuter, je sais pas si c'est vraiment le terme. Je pense que je lui ai un petit peu, je l'ai un petit peu mis devant le fait accompli. Enfin, Okay. Il a suivi le processus, mais il a senti que j'avais envie de faire ça, et donc il m'a vraiment soutenu dans ma décision. C'est sûr que ça a quand même impliqué pas mal de changements pour notre vie de famille. Mais heureusement, il voyageait. À ce moment-là, justement, il voyageait de moins en moins pour son travail. Donc ça a un petit peu facilité les choses, mais je dois dire qu'il a été d'un grand soutien quand même pour toute cette transition. Ok. Avec tout ce que tu viens de nous partager, je me demande si, vu que tu m'as dit que tu as aussi accepté de faire cette interview parce que tu te disais que ça pourrait aider des personnes qui ont envie de se lancer, qu'est-ce que tu aimerais dire à des vétos ou à des ASV qui ont un job plutôt confort et qui hésitent à prendre vraiment un virage dans leur carrière? Bah, je dirais qu'il faut le faire pour les bonnes raisons. C'est-à-dire qu'il faut le faire pas pour quelque part le prestige. Faut pas le faire parce que c'est bien vu. Faut pas le faire non plus, je pense, pour des raisons financières. En tout cas, c'est pas pour moi des raisons suffisantes pour amorcer des changements aussi importants, ou en tout cas qui impliquent autant notre vie de tous les jours. Je pense que si on a une sincère envie de le faire, il faut étudier les possibilités de le faire. Il faut déjà étudier les possibilités de le faire, prendre le temps quand même d'y réfléchir. Et si l'opportunité se présente, à ce moment-là, faut la saisir, parce que finalement dans la vie, on ne sait pas si l'occasion se présente, on ne sait pas si elle se représentera. Donc moi, si c'est une envie sincère d'évolution et que l'occasion se présente, c'est faisable. C'est faisable si on est prêt à accepter les contraintes qui vont avec. Ok. Voilà, trop cool. Tu parlais à plusieurs reprises du fait que tu as 2 petites filles. Oui. Et que c'est sport. C'est une maman vétérinaire passionnée qui se relance dans. Je pense que c'est sport d'être maman tout court, en fait. Ouais. Alors tu rajoutes du poids, tu vois. Tu te dis le sac n'est pas assez lourd. Voilà, c'est je vais me rajouter un peu beaucoup trop facile. Pourquoi faire que je dormais bien, il y avait pas de problème. Oui, c'est articuler sa carrière avec son rôle de maman, c'est super difficile. De toute façon, comme je disais avant, le métier de parent, pour moi, c'est vraiment le plus difficile de tous. On n'est pas forcément de base préparé, à mon sens, on n'est pas forcément préparé à ça. Donc, comment je fais? Je consacre à peu près 1 heure à mes enfants le matin, à peu près 2 heures le soir. Et puis le week-end, je fais à peu près que ça. Donc c'est vrai que ça laisse très peu de place pour le reste, pour les loisirs, pour les passions autres. Donc les journées donc 24 heures, donc on peut pas tout faire. Ça laisse pas beaucoup de place pour le reste. Okay. Ça c'est vrai. Mais après ça se fait. Ouais. Ça se fait. Et puis toi, tu y trouves ton équilibre aussi. Tu sais que c'est pas non plus pour toujours ce rythme-là. En tout cas, j'entends. Ou je me trompe peut-être. Alors moi, je mise plutôt sur l'augmentation de l'autonomie de mes enfants. Progressive. Ce matin, je me suis levée et ma fille de 7 ans avait quand même préparé la table du petit-déj. Et ça, c'est de trouver ça hyper chou. Donc il y a plutôt, je mise plutôt sur le fait que mes enfants vont rapidement s'occuper de moi plutôt que l'inverse. Voilà. Okay. C'est le pari que je fais en tout cas. Donc nous ne sommes pas sur un podcast qui donne des conseils d'éducation, messieurs dames. C'est le choix de Claire qui lui appartient. Les maternelles ne m'ont jamais proposé d'interview. Et du coup, on parle de ça, de ce qui est difficile, du fait que c'est un challenge. Qu'est-ce qui te plaît le plus aujourd'hui dans le fait d'avoir des enfants et dans ta relation du coup avec ces 2 petites filles?
Ce qui est le plus rigolo, c'est de voir vraiment leur caractère s'affirmer, et aussi, moi, ce que j'adore, c'est voir leur raisonnement se développer. L'autre jour, par exemple, ma fille pas encore 7 ans, 6 ans et demi, elle m'a battue quand on a joué aux dames, et ça m'a mis un petit coup quand même derrière la tête. J'étais un peu vexée, mais à la fois j'étais super fière, et je me suis dit voilà, c'est en train de devenir une petite personne, et elle va très bien se débrouiller, parce que déjà elle est en train de mettre sa maman aux dames. Au jeu des différences aussi, là, les jeux des différences, elle me bat déjà. Okay. Et donc, voilà, je la vois en pleine ascension, et ça, c'est vraiment intéressant de voir leur personnalité s'affirmer, en fait, et voir qu'ils sont de plus en plus intelligents, qu'ils font de plus en plus de choses. Ça, c'est quelque chose qui m'éclate. Ok, donc il y a quand même vraiment quelque chose de kiffant pour toi dans le fait d'avoir des enfants, de les voir grandir, de les regarder faire, de te faire battre aux dames, même si ton ego en prend un petit coup. Et qu'est-ce que tu aurais envie de leur transmettre, du coup, à tes filles? Alors, leur transmettre, je sais pas. Ce que j'aimerais qu'elles puissent vivre, en tout cas, ou si elles en ont l'occasion, c'est vraiment le fait de vivre intensément, de trouver une passion, quelle qu'elle soit, finalement, et d'être à fond, de vivre les choses, de vivre les choses à fond. Je veux qu'elles aient la possibilité de faire ce qu'elles veulent. Si elles veulent faire quelque chose, je ferai tout mon possible pour leur donner l'occasion de le faire, même si c'est pas forcément dans mes centres d'intérêt. Je veux pas particulièrement qu'elles deviennent vétérinaires, ou qu'elles s'occupent des chevaux, etc. Je veux surtout qu'elles trouvent quelque chose qui les fasse vibrer. Pour la petite anecdote, ça me fait toujours rire, parce que ma fille Margot, quand je lui demande ce qu'elle veut faire plus tard, elle me dit moi je veux tout faire sauf vétérinaire. Voilà. Donc bon. Elle dit pourquoi? Non. Ok. J'ose pas lui demander. Ok. Mais ça veut dire que ça doit pas être facile d'être un enfant de vétérinaire, parce que elle voit la plupart des enfants, quand on leur dit on est vétérinaire, ils trouvent ça fantastique. Mais les enfants de vétérinaires, visiblement, ils trouvent pas ça fantastique du tout. En tout cas, c'est l'hypothèse que tu fais quand on entend ça de la tienne. On ne sait pas. Vétérinaire. Ok. Est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé et sur lequel tu aimerais qu'on prenne quelques minutes pour échanger? Rapidement, je voudrais quand même dire que ce qui fait que la personne que je suis aujourd'hui, c'est quand même grâce à mes parents. Donc que en plus, en étant maman, on réalise les sacrifices et les efforts que ça demande d'élever des enfants. Et donc je les remercie, j'en profite s'ils écoutent ces interviews pour les remercier pour tous les efforts qu'ils ont dû faire pour m'élever. C'est parce que je pense que ça a pas toujours été facile. Déjà rapidement raconter que j'étais pas une enfant forcément très très malléable, un peu colérique et pas très patiente. Ça me rappelle une petite fille. Et donc ils ont du mérite quand même d'avoir survécu à tout ce que je leur ai fait subir. Mais globalement, je pense qu'ils l'ont pas fait complètement pour rien. Donc voilà, j'espère qu'ils sont quand même fiers du résultat. Ok. Merci pour ces mots. On arrive presque au terme de notre interview. S'il y a des personnes qui ont envie d'échanger avec toi suite à l'écoute de ce podcast, comment est-ce qu'ils peuvent te joindre? Je pense que le plus simple, c'est de me contacter via LinkedIn. Ok. Après, on peut échanger de manière après une première approche, on va dire, on peut tout à fait se téléphoner s'il y a des gens qui se sont retrouvés dans des situations similaires. Ce que j'ai expliqué, s'il y a des gens qui se retrouvent dans des situations similaires, que ce soit en équine ou même dans un souhait de changement, et qui hésitent et qui souhaitent partager avec moi, avec grand plaisir, on pourra en discuter. Trop cool. Merci pour eux et pour elles. On va terminer avec ma traditionnelle question, qui est en train de devenir en tout cas ma propre question traditionnelle. J'ai peur. Si on fait un saut dans le futur, un futur hypothétique, où tu arriverais à l'âge de la retraite. Ah oui. Quel regard est-ce que tu aimerais porter sur ton parcours professionnel?
Alors désolée Colline, mais je n'aime pas du tout cette question. J'ai pas envie de trop d'y réfléchir en fait à cette question, pour être honnête. Je trouve ça mieux de vivre l'instant présent. Je crois pas que j'ai envie de me projeter dans 20 ans ou dans 30 ans, parce que malheureusement c'est pas ce que la vie nous réserve. Et même si ça se trouve, je serais même peut-être plus vétérinaire un jour, peut-être que j'aurais envie de faire complètement autre chose. Donc j'ai pas trop envie de répondre à cette question, j'ai plutôt envie de vivre l'instant présent. Eh ben, c'est parfait. Voilà. Je te propose d'en profiter du coup de cet instant présent. Bon dîner avec ton ami. Merci beaucoup pour cette interview, ta belle énergie. Merci Claire. Merci à toi. Salut Colline. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode de Veto Micro. Si le cœur vous en dit, partagez-le à vos amis et à vos collègues, abonnez-vous au podcast et mettez-nous une note de 5 étoiles avec un gentil commentaire. C'est ce qui nous permet de remonter dans les classements et de donner de la voix à la profession. Si vous souhaitez participer à Veto Micro, nous suggérer des invités ou tout simplement nous écrire, faites-le sur l'adresse podcast@themavet.fr. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour écouter une nouvelle façon d'être vétérinaire.